C'est l'heure des partis pris. Ruth, François, vous restez autour de la table. Avnous Shalmani nous rejoint pour son parti pris international. Et c'est vous qui commencez, Ruth, votre parti pris politique. La culture est malade du boycott, nous dites-vous. De quoi s'agit-il ? Oui, je voulais dire que le monde de la culture était malade au point de vouloir épurer les infréquentables, de vouloir bannir, boycotter, exclure, effacer. On va commencer peut-être par le cas d'Alexis Michalik, cet auteur à succès, vous savez, l'auteur de Edmond, le porteur d'histoire et bien d'autres grands succès, vient d'apprendre que son œuvre sur le parcours d'un migrant, Passeport, serait déprogrammée par la municipalité Rassemblement National de Castres. Alors, il s'exprime et il dit s'inquiéter que cette décision pourrait annoncer pour d'autres artistes. Chacun est libre d'aimer ou pas la pièce, mais chacun est libre de la voir. Toutes les œuvres, tous les artistes et tous les programmateurs pourraient demain subir le même sort. La liberté de la création et l'indépendance de la programmation culturelle constituent l'un des fondements de notre vie démocratique. Et il conclut son message par un appel à rester, je cite, vigilant face à toute tentative de faire de la culture un outil de sélection idéologique. Comment le désapprouver ? Évidemment, on ne peut qu'approuver ce cri d'alarme, cette inquiétude, et même dire il faut continuer à pouvoir présenter toutes les pièces et que tout le monde puisse être invité. Mais c'est là que je me demande, est-ce qu'Alexis Michalik et d'autres, et peut-être qu'il l'est, est-ce qu'il est vraiment au courant de la réalité du monde de la culture depuis le 7 octobre et la guerre de Gaza ? Parce qu'en fait, tous ceux qui s'émeuvent à juste titre d'une menace sur la pièce de Michalik pourraient s'émouvoir du sort qui a été réservé à l'auteur de la BD Johann Sfar, qui était invité au Festival Les Beaux Jours vendredi 29 mai dernier à Marseille, et un collectif appelé tout de suite à son boycott, alors que Johann Sfar défend les droits des Palestiniens, raconte en dessin son voyage en Israël, en Cisjordanie. Finalement, le maire de Marseille a défendu sa venue. Est-ce que, on a parlé du boycott de la DJ Barbara Butch. Vous voyez qui c'est ? Celle qui a incarné les JO, celle qui défend les droits des LGBT, qui a été critiquée par l'extrême droite, parce qu'elle était extrêmement libre, justement. Elle, il y a une section à Grenoble, LFI, qui a mis en avant son engagement contre l'antisémitisme pour demander la déprogrammation de son set prévu en juillet prochain. Et ce délire macartiste a trouvé une forme d'aboutissement absurde lorsque le cinéaste israélien Nadav Lapid a été obligé de renoncer à participer au Festival du film indépendant de Marseille. Nadav Lapid, c'est un cinéaste israélien, adversaire déclaré du gouvernement Netanyahou, exilé en France, qui se retrouve donc ciblé et exclu. Mais alors lui, le contempteur sans pitié du gouvernement, si lui aussi il est blacklisté, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est même un avocat de l'État palestinien. Il a prononcé le mot de génocide. Ce n'est pas, tous les opposants ne prononcent pas ce mot-là. Il le fait. Libre à lui. Est-ce qu'il est exclu parce qu'il serait pro-guerre ? Pas du tout. Est-ce qu'il serait financé par le gouvernement israélien ? Apparemment, c'est une association, une ONG qui le finance, qui est au contraire assez détestée par le gouvernement. En fait, c'est parce qu'il est israélien. Soyons clairs. Peut-être même parce qu'il est juif. Lui-même, peut-être ne veut pas le s'avouer, mais c'est une forme de macartisme. Il a été largement soutenu, d'ailleurs. J'y viens. C'est une forme de macartisme antisémite qui s'exprime. Mais cette fois, en quelque sorte, c'est l'absurde. Parce que sanctionner quelqu'un qui lui-même défend vos propres positions, ça devient délirant. Et du coup, ça a suscité une indignation justifiée. 2 pétitions de grands artistes, réalisateurs, on va les voir, ont été publiées pour le soutenir. Il y en a une qui donc inviter un artiste dans un festival n'est pas l'ériger en ambassadeur culturel. Il a été signé par l'écrivain palestinien Elias Sambar. Et une autre qui explique, signée par de nombreux réalisateurs, qui explique que le boycott est une impasse intellectuelle qu'il faut arriver à dépasser collectivement. Après, le monde de la culture, c'est pas que des stars, c'est tous les jours qu'il y a des annulations et tous les jours qu'il y a des événements de ce genre. C'est la vérité aujourd'hui. Est-ce que parfois elles peuvent être justifiées ? Non. Le boycott, alors, la définition d'un boycott, on peut considérer qu'un boycott est une action politique qui peut s'adresser à une organisation qui est coupable, entre guillemets, de compromission. C'est déjà relativement discutable, mais ça peut exister. Là, ce dont on parle, ce sont des attaques personnelles ad hominem contre des artistes. C'est un peu différent.
Et alors, on va beaucoup plus loin, parce que ce sont des artistes qui, eux-mêmes, défendent les idées que vous êtes censés défendre. Donc, c'est en cela qu'on va au bout du processus, vous voyez ? Je ne fais pas de comparaison, mais si quelqu'un défend la colonisation, chasser les Palestiniens en Cisjordanie, et on s'en souvient, c'était le cas d'ailleurs au début de la guerre d'Ukraine, si c'est un artiste russe qui défend Vladimir Poutine, est-ce qu'on n'a pas en droit de dire « on ne désire pas votre présence » ? En fait, c'est intéressant parce que l'appel des réalisateurs, finalement, dit « on doit écouter tout le monde ». On doit écouter tout le monde. Et on peut pas être d'accord. On peut s'y opposer. On peut dire « on est contre ». On est choqué, mais on peut écouter tout le monde. On doit écouter tout le monde. C'est cela le privilège de l'art, de la création, de l'activité intellectuelle. Alors évidemment, si c'est quelqu'un qui est allé embrasser Poutine tous les jours, enfin, je veux dire, on doit avoir du discernement. Mais le principe de l'art et de la culture, c'est que c'est un monde à part dans lequel il y a une forme de respect de la création et ensuite de la critique, évidemment. Moi, ce qui me frappe, c'est que, en fait, là, ce dont on parle, c'est que c'est des militants moutonniers qui connaissent rien aux subtilités des situations, que ce soit au Proche-Orient ou en Ukraine et en Russie, et qui, en fait, ne font pas attention au réel CV de l'artiste, mais qui le jugent pour ce qu'il est et pas pour ce qu'il fait. Et c'est là qu'il faut s'inquiéter. Et ce qui m'inquiète, c'est que ça déborde. Ça va à tous ceux qui peuvent défendre, par exemple, dénoncer l'antisémitisme, même comme notre confrère Jean Quatremer, qui aussi sont cancellés. Alors, je réponds à Alexis Michalik qu'il faut absolument que sa pièce soit jouée, mais que je m'inquiète parce que la culture est déjà devenue un outil de sélection idéologique, et pas seulement à la mairie de Castres. Abnous ? Ah non, mais moi je suis horrifiée, que ce soit pour Nadav Lapid ou que ce soit pour Michalak, c'est pour moi la même chose. Et vous savez, au moment où on a commencé à lancer les appels au boycott vis-à-vis de la Russie, c'est qu'on en est venu à vouloir interdire des concerts d'auteurs, de compositeurs russes du 19e siècle. C'est que ça a pris cette dimension, c'est tout ce qui se rapprochait devait être interdit. Écoutez, moi je vais beaucoup plus loin que vous. Je pense que même dans ce cas-là, il faudrait brûler, comme le titre d'un livre de Simone de Beauvoir, il faudrait brûler Sade. Salaud, les 120 jours de Sodome de Pasolini, on devrait faire un Zodafé parce que c'est insupportable à voir. Et pour moi, l'interdiction, le boycott, c'est toujours un aveu d'impuissance. C'est une incapacité à argumenter. C'est une manière de cacher ce sein que je ne voudrais voir. Et ça, c'est toujours une tragédie pour les démocraties. François ? Non, je pense que le boycott n'est jamais justifié. Après, il y a des instruments légaux. Ouais, partez plainte, vous allez en justice. Qui sont condamnables. Voilà, exactement. L'antisémitisme, la promotion de la violence, de la pédophilie. Même pas la violence adressée à quelqu'un, vous appelez à sa mort. Vous pouvez faire une éloge de la violence. Mais pour le reste, ça ne me choque pas que les partisans de la Russie s'expriment. Bah non. Je veux dire, je suis pas pro-russe, mais je ne suis pas choqué par le fait qu'ils s'expriment, et je pense qu'ils doivent pouvoir s'exprimer. Pour qu'on puisse leur répondre, rien que pour ça. Bien sûr. Je serais moins sévère que vous sur Michalik. Bon, il se défend lui. Il pourrait défendre tout le monde. Il devrait se défendre lui au nom du principe qui fait que il sauve tout le monde avec lui. Mais non, mais je ne sais pas, c'est pas agressif vis-à-vis de lui. Il a tout à fait raison de défendre sa pièce. C'est juste que j'ai l'impression qu'il découvrait une réalité. Or, cette réalité, elle existe depuis plusieurs années aujourd'hui. Et donc, il faut en parler dans tous les sens. En l'occurrence, s'il y a des spectacles qui sont censurés par le Rassemblement national, il faut s'insurger. Et s'il y en a d'autres qui sont censurés par d'autres, il faut s'insurger. Pareil. François, votre parti pris économique, l'information du jour, c'est que la BCE, pour la première fois depuis 3 ans, je crois, hausse ses taux d'intérêt, menace d'inflation. Vous vous dites, attention, elle met de l'huile sur le feu. Pourquoi ? Oui, vous l'avez dit, elle a monté ses taux d'intérêt de 0,25%. Alors, c'est quoi concrètement ? C'est le prix de l'argent qu'elle met à disposition des acteurs de l'économie, les banques principalement, qui elles-mêmes nous le revendent. Pas pour rien d'ailleurs, avec un taux d'intérêt quand on achète un appartement ou bien quand on prend un crédit pour acheter un canapé. Le loyer de l'argent, comme on dit, c'est le prix de la matière première de l'économie, l'argent. Pourquoi est-ce que la BCE, la Banque centrale, a décidé de faire ça ? À cause de l'intensification de l'inflation. On est à un peu plus de 3% en zone euro au dernier pointage, et son mandat,
Elle a été créée pour ça, c'est de limiter la hausse des prix. Le problème, évidemment, c'est que ça va avoir des effets sur l'activité économique assez sérieux, surtout si une seconde hausse a lieu d'ici la fin de l'année, comme on le dit, parce que des taux d'intérêt plus élevés, c'est moins d'emprunts, donc c'est moins d'investissements, c'est moins d'achats, c'est moins de croissance. C'est un frein sur la croissance, alors que notre activité économique est déjà anémique. Rappelons que les prévisions même de la BCE pour la zone euro en 2026, c'est 0,8%. Bon. Pas de quoi tirer un feu d'artifice. En France, on était à 0. En Allemagne, un peu plus. Au dernier trimestre, on était à 0,3. Mais enfin, tout ça est quand même très, très faible. En plus, il y a une question d'analyse. Cette inflation, elle vient d'un choc extérieur. Le prix du pétrole, à cause du blocage du détroit d'Ormuz. Et ça commanderait plutôt la prudence aux responsables de la politique monétaire. Parce que c'est pas une inflation comme il peut y avoir en fin de cycle, lorsque la machine surchauffe, que les salaires augmentent. C'est pas le cas du tout. En réalité, la plupart des salariés de la zone euro aujourd'hui perdent du pouvoir d'achat parce que leurs salaires augmenteront moins que l'inflation. Et donc, on peut d'ailleurs observer que la plupart des grandes banques, Banque d'Angleterre, Banque des États-Unis, où l'inflation est beaucoup plus élevée que chez nous, elle est supérieure à 4%, elles ne bougent pas une oreille. Elles attendent. Alors que la croissance est déjà beaucoup plus forte là-bas, on est entre 2 et 3%. Donc elles sont prudentes parce que leur priorité, c'est la croissance. Et c'est ça le sujet européen, l'éternel sujet européen. Cette remontée des taux ressemble à d'autres qui l'ont précédé, à l'été 2008, lorsque la BCE disait « Attention, risque d'emballement de l'économie ». On était à la veille de l'effondrement. Lehman Brothers, c'était quelques jours plus tard. Ou bien en 2011, même discours, juste avant la crise de l'euro qui allait précipiter le continent dans les profondeurs. Donc, sans dire que nous sommes à la veille d'une crise, on peut penser qu'il y a des éléments qui jouent pour cette interprétation. Mais enfin, ça serait long de les sous-peser. Et c'est vrai qu'une fois de plus, la Banque Centrale Européenne prend un biais qui joue contre la croissance en faveur de la maîtrise de l'inflation. Pourquoi ? C'est une affaire culturelle. La BCE est la fille de la Bundesbank. Ça avait changé. Mais alors, bien sûr, on se disait, la Bundesbank, banque centrale allemande, qui était coutumière de ces décisions et qui, justement, au moment de l'unification allemande, a fait payer à l'ensemble du continent, sous la forme de taux très élevés, la poussée d'inflation temporaire qui avait lieu en Allemagne et qui a coûté une récession déjà à l'époque, en 1993. On se disait, cher Ruth, avec l'euro, ça va changer. Parce que la BCE, finalement, c'est une Bundesbank dans laquelle les Français, les Italiens et les Espagnols auront leur siège pour pouvoir dire « Non, je suis pas d'accord ». Mais ce n'est pas comme ça. Nous sommes restés sous cette emprise idéologique. D'ailleurs, la BCE se trouve à Francfort. Elle se trouve bien sûr à Francfort pour des raisons symboliques. Il s'agissait de conforter les Allemands qui avaient peur de perdre leur marque en leur disant, les amis, leur marque avec un K évidemment, les amis, tout l'euro sera lui aussi l'enfant du marque. Et en réalité, c'est assez triste parce que justement au nom de ce dogme, eh bien nous nous retrouvons avec une Europe en croissance anémique, largement endettée, qui est en retard en matière de productivité, en retard en matière d'innovation, et qui en plus se tire une balle dans le pied. Abdous, votre parti pris international, Gaudi, Dieu et le socialisme, évidemment, viennent en tête ces images. Spectaculaire. Alors, c'est très clivant, la Sagrada Familia. Certains adorent, certains sont un peu réticents. Mais quel spectacle quand le pape a célébré sa messe. Oui, les images sont magnifiques. C'était hier à Barcelone, le pape Léon XIV qui a béni, donc vous la voyez, la tour de Jésus-Christ de la Sagrada Familia, 172 mètres et demi de haut, ce qui en fait la plus haute église du monde. Il a aussi célébré une messe dans la cathédrale pour le centenaire de la mort de l'architecte et a prié devant la tombe de Gaudi dans la crypte. Alors, car il y a 100 ans, là je vais vous parler ce soir un petit moment historique, parce que je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas qui était Gaudi, il y a 100 ans, jour pour jour, un vieil homme de 73 ans traverse une rue à Barcelone. Il porte une barbe blanche, un manteau râpé et des chaussures qu'il a fabriquées lui-même. Et comme tous les soirs, il marche vers une église pour la prière du soir. Et il se fait faucher par un tramway. Et comme il a l'air d'un clochard, eh bien, il reste dans la rue, personne ne va l'aider, jusqu'à ce que quand même une bonne âme se dit oh là là, le pauvre vieux, et le transporte dans un hospice à Santa Creu.
c'est ça, Santa Creu, oui, un hospice pour pauvres à Santa Creu. Et ses amis le cherchent, ils le trouvent pas, ils finissent par le trouver. Là, lui propose de le transporter dans un établissement où il pourra être mieux pris en charge. Et là, il refuse. Il dit non, je veux rester parmi les pauvres. Et c'est là où il meurt 3 jours plus tard, le 10 juin 1926 exactement. Alors voilà, c'est quand même une mort assez spectaculaire quelque part pour le plus célèbre architecte d'Espagne, que la moitié de Barcelone a pleuré, juste la moitié, vous verrez pourquoi après. C'est lui qui a inventé une architecture vivante. Alors moi, je fais partie du camp de ceux qui pleurent. C'est vivant, c'est organique. Je veux dire, c'est comment dire, c'est totalement. C'est joyeux. Non mais moi j'aime beaucoup. C'était un visionnaire de la couleur et des formes. Ces tours sont des arbres, ces fresques ondulent comme la mer. Enfin, je suis désolée de faire du lyrisme, mais à chaque fois c'est un émerveillement. Moi, je trouve ça vraiment sublime. Eh bien, figurez-vous que cet homme qui est mort, qui avait l'air d'un clochard et qui fabriquait lui-même ses chaussures, et ben dans sa jeunesse, c'était un dandy. C'était un dandy, un homme du monde, comme on dit, qui aimait le théâtre, la bonne chair, le bon vin, les mots d'esprit, mais il avait déjà, vous allez me dire, beaucoup de ces bourgeois-là à l'époque et encore aujourd'hui, avaient des convictions sociales. Lui, il était proche des idées socialistes, de la condition des travailleurs catalans, du prolétariat broyé par l'industrialisation, c'était un terme qu'il employait. Il a d'ailleurs construit pour les ouvriers, il a pensé coopératif et dignité des pauvres, déjà. Et puis petit à petit, mais vraiment c'est progressif, c'est pas d'un coup, il abandonne le dandysme de sa jeunesse, il se fait végétarien, il se met au jeûne, mais jusqu'à l'épuisement, il commence à dormir, plus avoir de possession, il ne dort plus que sur une paillasse sur ses chantiers, et il se retire dans la prière. L'artiste doit être un moine, répétait-il. Il devient et socialiste et catholique mystique. Et les deux, mais genre, le plus haut degré possible. C'est ce qui explique son ambition, et là, je pense que beaucoup de gens vont être surpris, son ambition pour la Sagrada Familia, c'était d'en faire une cathédrale pour le pauvre. Parce que figurez-vous que c'était cette cathédrale qui est tellement impressionnante, j'allais dire qui est tellement baroque et qui sent le luxe et la richesse, eh bien elle a été financée par les pauvres. Elle a été financée par les pauvres au rythme des aumônes faites par les fidèles, sans le moindre argent public et sans le moindre mécénat de prince. C'est impressionnant quand même, ça, c'est étonnant, on s'attend pas à ça. La Sagrada Familia, c'est une église des pauvres. Et rien que cette idée, c'est-à-dire que d'offrir du beau, du sublime, du grandiose aux pauvres, c'était révolutionnaire à l'époque, et ben je trouve que c'est encore révolutionnaire aujourd'hui. Parce qu'on a toujours tendance à dire, voilà, vous voyez, où est-ce qu'on a les quartiers les plus pauvres? Pardon, c'est laid. Et c'est pas normal. Et je pense que ça rabaisse l'ambition, c'est qu'il n'y a aucune raison. Le beau élève les hommes, les femmes, les enfants, c'est quand même très important. Mais voilà, lorsque Gaudí meurt fauché par un tramway, son œuvre maîtresse, cette sublime Sagrada Familia sur laquelle il aura passé 43 ans de sa vie, eh bien, elle n'est finie qu'à 15%. Surprenant. Tout est surprenant dans cette histoire. Et quand on l'interrogeait à savoir s'il ne s'inquiétait pas de son vivant, évidemment, de ne pas voir son œuvre achevée, il répondait « Mon client n'est pas pressé, son client étant Dieu, vous l'aurez compris ». La tragédie se poursuit pendant la guerre civile espagnole en 1938, des anarchistes décérébrés au nom de l'anticléricalisme, que je pourrais soutenir par ailleurs, décident que « Oh mon Dieu, mais quelle horreur que ça !» Et puis, pour faire tabula rasa, eh ben, ils crament tous les plans de Gaudí. Les plans sur lesquels se baser, parce que dès 1926, des architectes continuaient à bâtir, à agrandir, et jusqu'à aujourd'hui, là, elle est presque finie. Et on a reconstitué, on a deviné, plus tard, après la guerre d'Espagne, ce qui donne le résultat que vous avez en se basant sur ces œuvres et en imaginant. Bon, déjà, rien que cette idée, je la trouve belle. Et moi, ce que je trouve dingue dans cette histoire, c'est quand même qu'aujourd'hui, nous vivons dans une époque qui ne sait plus construire que pour soi. C'est qu'on est quand même moi, et tout de suite. On est dans le temps de l'instantané, du résultat. Je veux voir le retour sur investissement maintenant, tout de suite. D'ailleurs, c'est pareil pour les politiques, c'est du court terme. Vous basculez dans le moyen terme, plus personne n'écoute. Et le long terme, vous n'avez aucune chance de dépasser les 1%, à quelle que soit l'élection. Et voilà un homme, Gaudí, qui a commencé une œuvre en sachant, parce qu'il savait qu'il ne la verrait jamais finie. Il a travaillé pour des générations qu'il ne connaîtrait pas. Il a fait, en somme, confiance à l'avenir et à quelque chose de plus grand que lui. Et ça, aujourd'hui, c'est quand même quelque chose... Moi, tout de suite, à mes oreilles, ça sonne comme quelque chose qui n'existe plus. Alors, certains appellent ça la foi, mais je pense qu'on peut aussi appeler ça la civilisation. Voilà.
Merci beaucoup. Recueillement collectif. Non, mais globalement, les cathédrales. Ah bah, c'est le Notre-Dame, c'est pareil. Moi, ça me fait le même effet. C'est ça. C'est combien? Un siècle et demi. Ouais. La première 800, Notre-Dame. oui, maintenant, oui, 800. Un siècle et demi de travaux, c'est souvent comme ça. La fameuse cathédrale d'Albi qui ressemble à un vaisseau extraterrestre. Exactement. Posé là, je crois que c'est aussi un siècle et demi. Ah oui. Merci beaucoup pour ces partis pris.